Imaginez le témoin oculaire d'une scène. Il peut être témoin d'une agression, de l'apparition d'un ovni, d'un fantôme ou de n'importe quoi d'autre. Le témoin est honnête, sa mémoire est claire et détaillée. À quel point peut-on alors lui faire confiance ? Notre mémoire au sens propre est la capacité à encoder, à stocker et à récupérer des informations et des expériences passées. C'est donc la somme totale de tout ce dont on se souvient, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Par contre, nos souvenirs ne sont pas stockés à un seul endroit dans le cerveau comme certains ont pu le penser avant, mais bien dans le cerveau entier. Chaque élément d'un souvenir a été encodé par des zones différentes de notre cerveau lors de notre expérience, et ces mêmes zones du cerveau seront de nouveau réactivées quand on voudra se souvenir de cette même expérience. Un souvenir est donc une reconstruction extrêmement complexe d'un événement passé. Par exemple, le simple fait de faire du vélo va activer beaucoup d'endroits différents dans notre cerveau. Le fait de reconnaître le vélo viendra d'une certaine partie de notre cerveau, le fait de se rappeler comment pédaler viendra d'une autre, le fait de pouvoir se maintenir en équilibre en pédalant viendra encore d'une autre partie du cerveau, et ainsi de suite. Notre mémoire nous permet aussi de communiquer avec les autres, elle nous permet d'éviter des dangers, de surmonter des problèmes et même de nous projeter dans le futur. Notre mémoire fait de nous qui nous sommes, c'est la clé de notre identité personnelle. Bref, la mémoire, ça défonce. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de la mémoire, donc je tiens à vous prévenir, je vais pas parler de techniques de mémorisation dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire un top 5 très intéressant des techniques pour améliorer sa mémoire très rapidement, donc faites-moi savoir ça dans les commentaires. Pour le moment, nous allons essayer de comprendre quand et comment notre mémoire peut nous induire en erreur. Qu'est-ce qui nous pousse à nous souvenir de quelque chose et à quel point pouvons-nous faire confiance à notre mémoire? Alors aujourd'hui on va voir le top 5 des... le top 5 des choses à savoir sur notre mémoire. Numéro 5, certaines personnes ne peuvent plus créer de nouveaux souvenirs. C'est un phénomène que vous avez déjà dû voir dans le film Memento. Pour comprendre un peu plus la mémoire, on va d'abord devoir parler du processus de création d'un souvenir. Donc la création d'un souvenir qu'on appelle autobiographique, c'est-à-dire le souvenir que vous avez de Noël dernier ou de votre premier jour de lycée par exemple, ces souvenirs-là sont créés en 3 phases. La première phase sera l'encodage, c'est-à-dire toutes les informations qu'on récupérera à travers nos sens au moment de l'expérience. Les informations qu'on décidera de garder seront choisies selon l'implication émotionnelle qu'on ressentira de l'événement, mais aussi de notre attention. Si on est en train de se faire agresser par exemple, toute notre attention sera focalisée sur notre attaquant et sur son arme. Nous ne prêterons aucune attention à ce qui se passe à la fenêtre du 2e étage de l'immeuble d'en face par exemple. Très certainement parce qu'on a clairement mieux à foutre sur le moment. La deuxième phase sera le stockage et la consolidation des informations récupérées. Cette phase peut durer plusieurs heures et des connexions entre nos neurones seront formées et renforcées selon l'importance et la richesse du souvenir. Finalement, la dernière phase est simplement la recollection de l'événement. C'est à ce moment-là que le cerveau va simuler l'événement en réactivant les neurones actifs pendant la phase d'encodage. Henry Molaison souffrait de grave épilepsie qui résistait malheureusement à tout traitement médicaux. Pour le soulager, William Scoville, un neurochirurgien du Connecticut, prit la décision radicale de retirer les zones du cerveau impliquées dans ces épilepsies répétées. Henry Molaison se fit donc retirer une bonne partie des 2 hippocampes ainsi que certaines des zones du cerveau environnantes. Une fois sorti de la chirurgie, il n'avait plus de crise d'épilepsie, mais était dans l'incapacité totale de créer de nouveaux souvenirs. Il pouvait se souvenir de nouveaux événements pendant quelques secondes, mais finissait par les oublier. Si vous ne le connaissiez pas avant, vous pouviez vous présenter, quitter la pièce, revenir 10 minutes plus tard, et il ne vous aurait pas reconnu. Sa capacité à créer de nouveaux souvenirs était devenue tellement mauvaise qu'il ne savait même plus qu'il avait un problème de mémoire. Sa mémoire était cependant pas attaquée dans son ensemble. Il gardait la possibilité de se souvenir de sa vie avant son opération. Il arrivait toujours à parler et à bouger normalement, mais les seuls nouveaux souvenirs qu'il pouvait former restaient extrêmement limités. Ils étaient souvent liés à une charge émotionnelle extrêmement forte, comme la perte de ses parents par exemple. Les hippocampes ont donc un rôle crucial dans la consolidation de nouveaux souvenirs. C'est cette zone du cerveau qui va organiser la consolidation d'un souvenir de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Numéro 4, notre mémoire n'est de loin pas aussi fiable qu'on aimerait le penser. Nos souvenirs d'un événement se dégradent naturellement avec le temps, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus on oubliera des détails de l'événement en question. Il existe cependant une certaine forme de souvenir qu'on appelle souvenir flash. Un souvenir flash est un souvenir extrêmement poignant et détaillé d'un événement imprévu de notre vie. Ça concerne souvent les événements traumatisants comme peuvent l'être la nouvelle d'un attentat, d'un accident, d'un drame familial ou d'autres événements choquants. Les personnes ayant vécu ce genre d'événements ont souvent une confiance extrême en leur capacité de se souvenir de la scène. Ils peuvent revoir la scène de façon précise et détaillée et ont le sentiment de pouvoir s'en rappeler aussi bien tout au long de leur vie. Étant donné que les gens ont ce sentiment que ce souvenir ne se dégrade pas avec le temps, des chercheurs ont voulu vérifier si c'était vraiment le cas ou pas. Donc une des études sur les souvenirs flash date de 2003 et a été réalisée par Jennifer Tallarico et David Rubin. Ils ont questionné 54 étudiants sur 2 de leurs souvenirs. Le souvenir du moment où ils ont appris la nouvelle des attentats du 11 septembre 2001 et un autre souvenir banal propre à chacun des participants. Ces élèves ont été retestés sur ces mêmes souvenirs quelques semaines plus tard.
Les chercheurs ont pu donc mettre en parallèle la précision de leur mémoire sur chacun de ces souvenirs. Ils ont découvert que ces deux souvenirs se dégradaient de la même façon, c'est-à-dire que certains détails seront oubliés et d'autres détails seront modifiés. Une veste bleue pourrait devenir une veste rouge par exemple, ou un ami sera changé en un autre. C'est-à-dire que tous nos souvenirs, même ceux dont on est confiant qu'ils sont précis et corrects, se dégradent et deviennent de moins en moins précis avec le temps. Cette série d'études sur la mémoire flash ont pu nous prouver que la confiance qu'on peut avoir dans notre capacité à nous souvenir d'un événement, aussi détaillé et poignant qu'il puisse être, est souvent trompeuse. Mais comment ça se fait que nos souvenirs changent avec le temps? Numéro 3, le cerveau déforme nos souvenirs à chaque fois qu'on se les remémore. Comme j'ai pu le mentionner dans l'intro de cette vidéo, nos souvenirs ne sont pas des enregistrements mais plus des reconstitutions faites à la volée. Si jamais on nous pose une question sur un élément de la scène qu'on n'a pas encodé, notre cerveau aura tendance à imaginer les détails. Et c'est surtout le cas quand la personne posant les questions suggère un scénario plutôt qu'un autre. Et non seulement on peut inventer de nouveaux détails, mais on peut aussi changer certains éléments de notre souvenir, et tout ça sans s'en rendre compte. Le cas du viol de Jennifer Thompson est un bon exemple de ce phénomène. En 1984, alors que Jennifer n'a que 22 ans, un homme entre dans sa maison par effraction et la viole. Pendant le viol, Jennifer a la ferme volonté de se souvenir du visage de son agresseur, de sa voix et d'autant de détails qui pouvaient conduire à son arrestation et à son emprisonnement, au cas où elle survivrait à l'assaut. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ayant survécu à l'attaque, elle put identifier son agresseur entre 6 photos différentes comme étant Ronald Cotton. Plus tard, elle put aussi le reconnaître entre 5 autres personnes, cette fois physiquement présentes. Elle disait être 100% certaine. Il se trouve que Cotton fut incarcéré dans la même prison que le vrai violeur de Jennifer, Bobby Poole, qui confessa même le viol à un codétenu. Cotton utilisa alors cette nouvelle information pour se faire rejuger sur de nouvelles bases. Mais même quand Poole était présent dans la pièce, Jennifer continua à dire qu'elle était certaine que Cotton était son agresseur. Elle avait clairement remplacé le visage de son agresseur dans son souvenir par le visage de Cotton. Cotton fut finalement innocenté par des tests ADN et Poole fut accusé du viol de Jennifer. Jennifer fut tellement dévastée d'apprendre qu'elle avait envoyé un homme innocent en prison pendant des années qu'elle finit par prendre contact avec Cotton. Aujourd'hui, ils se battent tous les deux pour essayer de réduire l'importance qu'ont les témoins oculaires durant les procès juridiques. Cet exemple nous montre bien les limites de notre mémoire. Un souvenir peut être mixé avec l'imagination sans qu'on puisse s'en rendre compte. Une fois que Jennifer avait identifié son agresseur comme étant Cotton, cette information a ensuite été consolidée dans son souvenir même. Quand elle se remémorait son agression, le visage de Cotton faisait partie intégrante de son souvenir. Donc ok, des détails sont perdus ou ajoutés à chaque fois qu'on se remémore un souvenir. Mais quels sont les facteurs qui modifient nos souvenirs ? Numéro 2, il existe en fait de nombreux facteurs aidant à la distorsion de souvenirs. Premièrement, l'émotion qu'on attachera à un événement influencera tout le processus de création du souvenir. Notre émotion aura une influence sur l'attention qu'on portera sur la scène et donc sur les éléments qui seront encodés ou pas, mais aura aussi une influence sur la consolidation du souvenir ainsi que sur la recollection de l'événement. Par exemple, si un danger est présent dans une scène, on aura tendance à se concentrer dessus et à bloquer le reste de la scène. Une étude par Kensinger et ses collègues réalisée en 2005 a pu démontrer que si on demande à des sujets de regarder la photo d'un serpent dans une forêt, ils auront un meilleur souvenir du serpent que de la forêt. Par contre, si c'est la photo d'un animal neutre dans une forêt, comme un écureuil par exemple, alors ils auront autant de souvenirs des détails de la forêt que de l'écureuil. L'émotion que suscitera un événement aura un grand impact sur la qualité de notre souvenir. Deuxièmement, notre humeur et notre état d'esprit lors d'un événement affectera aussi notre souvenir. Si j'étais fâché au moment où j'ai créé mon souvenir, il sera plus facile pour moi de me souvenir de l'événement et de ses détails une fois que je serai fâché de nouveau. Et c'est sûrement pour ça qu'on se souvient de tout ce que notre copine ou copain a fait de mal quand on s'engueule. Le fait d'être dans le même environnement nous aide aussi à raviver des souvenirs plus en détail. Des études faites sur des plongeurs ont pu nous faire découvrir qu'il était plus facile de se remémorer des informations quand elles avaient été apprises dans le même contexte que la recollection. Pour tester ça, les plongeurs avaient appris une liste de mots pendant une plongée. Un groupe était testé sur la recollection de ces informations hors de l'eau et un autre groupe était testé pendant une autre plongée. Les résultats montraient clairement que les plongeurs testés sous l'eau avaient une meilleure recollection des mots appris. Parce qu'ils avaient appris ces informations sous l'eau, il était plus facile pour eux de s'en souvenir une fois sous l'eau. Les suggestions sont aussi la cause de beaucoup de distorsions de mémoire, c'est ce qu'on appelle l'effet de désinformation, c'est-à-dire qu'une question peut avoir la conséquence de créer un faux souvenir. Dans une autre étude, on montrait un accident causé par une voiture ne s'étant pas arrêtée à un stop. Les chercheurs posèrent alors une fausse question à une partie du groupe. À quelle vitesse pensez-vous que la voiture allait quand elle a passé le signe céder le passage? Alors qu'au final, il n'y avait vraiment aucun signe céder le passage, c'est un signe stop. Pratiquement 3 personnes sur 4 ont par la suite déclaré se souvenir du signe céder le passage dans la vidéo. Numéro 1, il est possible de créer volontairement des faux souvenirs complets. Maintenant qu'on a pu voir que notre mémoire pouvait être modifiée, est-ce qu'il est possible d'implanter des souvenirs complètement faux dans la tête de quelqu'un? C'est ce qu'a voulu découvrir Brown et ses collègues.
Dans cette expérience, ils exposaient 4 groupes à de fausses publicités pour Disneyland. Le premier groupe était exposé à une publicité pour Disneyland sans mention d'aucun personnage. Le deuxième groupe était exposé à la même pub, mais dans la pièce se trouvait une petite figurine en carton de Bugs Bunny. Le troisième groupe était exposé à une fausse publicité pour Disneyland avec Bugs Bunny incrusté dedans. Et le quatrième groupe avait non seulement la fausse publicité avec Bugs Bunny incrusté dedans, et aussi la petite figurine en carton dans la pièce. Dans cette expérience, 30% du groupe numéro 3 et 40% du groupe numéro 4 disaient avoir le souvenir d'avoir rencontré Bugs Bunny à Disneyland pendant leur enfance. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire que si ça se trouve, ça leur est vraiment arrivé. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est un faux souvenir? C'est là que se trouve la subtilité. Bugs Bunny n'est simplement pas de Disneyland, mais de Warner Bros. Il est donc impossible que les participants aient rencontré Bugs Bunny à Disneyland durant leur enfance. Donc grâce à ces fausses publicités et grâce aux questions posées par les chercheurs, de faux souvenirs ont pu être placés dans la tête des participants. Les participants disaient se souvenir avoir personnellement serré la main de Bugs Bunny à Disneyland. Donc dans cette vidéo, on a pu voir que la mémoire est bien moins sûre qu'on aimerait bien le penser. Nos souvenirs sont malléables et peuvent facilement être modifiés, surtout en étant exposés à de nouvelles informations, des suggestions ou simplement le fait de se remémorer le même souvenir plusieurs fois. A chaque fois que nous nous remémorons un souvenir, il sera légèrement modifié et nous n'aurons accès qu'à cette nouvelle version mise à jour les prochaines fois que nous nous remémorerons cet événement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas faites-le moi savoir en likant et surtout en partageant cette vidéo avec vos amis sur Facebook ou Twitter. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je sors une vidéo tous les samedis et je suis sûr que vous pourrez apprendre un ou deux trucs de temps en temps. J'aimerais vraiment remercier tous les tipeurs qui me soutiennent financièrement à créer ces épisodes et n'hésitez pas à faire de même si vous le souhaitez. Vous pourrez trouver un lien vers mon Tipeee dans la description ainsi que les sources et la musique utilisée dans cet épisode. La semaine prochaine, je vais vous faire un top 5 plus tranquille en vous donnant le top 5 des sites les plus cons pour perdre votre temps. Et ouais, j'ai trouvé des perles et je voulais vous en faire profiter. Donc faites-moi aussi savoir si vous souhaitez une vidéo sur les techniques de mémorisation et sachez aussi que la vidéo sur l'hypnose va arriver bientôt. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!